Bonjour, merci à tous d'être présents pour cette conférence métier organisée par Winsport School Nice. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Monsieur El Kelaïm, directeur merchandising à l'OGC Nice. Bonjour Monsieur El Kelaïm. Bonjour, bonjour à tous. Alors pour vous expliquer un petit peu le déroulement de cette conférence, elle sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, nous aurons un échange sous forme de questions-réponses avec Monsieur El Kelaïm, afin d'échanger sur son parcours et son métier. Mais Monsieur El Kelaïm pourra notamment vous donner des conseils si vous souhaitez vous orienter vers les métiers du merchandising. Et dans un second temps, nous aurons un échange donc entre vous, les participants, et Monsieur El Kelaïm. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser les questions. Moi, de mon côté, je pourrai revenir sur ces questions posées à la fin de l'interview pour que je puisse les poser à Monsieur El Kelaïm. Nous allons commencer cette interview dans quelques instants. Je vais juste faire un petit aparté sur notre école. Il faut savoir que Winsport School Nice est une école spécialisée en management du sport qui offre à tous les passionnés de sport et sportifs de haut niveau de devenir les futurs managers de demain. Pour exercer le métier de directeur merchandising au sein d'un club ou équipementier, il est primordial d'avoir en amont de solides connaissances du secteur sportif. Et pour cela, donc, notre école Winsport School Nice propose dès la rentrée 2021 aux étudiants passionnés de sport le bachelor management du sport pour développer leurs compétences. Au programme de ce bachelor, vous avez les cours fondamentaux, donc tels que le marketing, la communication, la négociation, le droit, le management, la distribution d'articles sportifs, et l'informatique. Ensuite, vous avez aussi les cours de sport business qui permettront donc aux étudiants de comprendre l'industrie du sport et ses spécificités. Donc voici pour le petit aparté par rapport à l'école. N'oubliez pas de fermer vos micros pendant la conférence afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec les voix et les bruits parasites. Nous allons enregistrer la vidéo également afin que l'on puisse partager la rediffusion de la conférence sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Alors, bonjour Monsieur El Kelaïm. Je vais vous poser donc quelques questions par rapport à votre métier. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Richard El Kelaïm. Je suis directeur du merchandising à l'OGC Nice. Le merchandising, on va déjà le définir. Ça permettra à toutes les personnes qui nous écoutent d'être fixées sur ce domaine. Le merchandising, c'est tout ce qui concerne les produits qui revêtent le logo d'un club ou d'un événement sportif. Donc un club, entre autres pour nous, c'est l'OGC Nice, c'est notre club de cœur, c'est le club de la ville de Nice, c'est le club de foot en Ligue 1. Et ça peut être également le merchandising du Tour de France, des tournois de golf, de Roland-Garros, etc. Donc tous ces événements ou tous ces clubs, toutes ces organisations sportives communiquent leur logo à travers des produits qui sont vendus pour la plupart. Quelquefois, ils peuvent être offerts, mais on parle quand même de business, donc ce sont des produits revendus par les clubs avec leur image. Donc, mon job, en l'occurrence, c'est d'assurer la chaîne de fabrication et de distribution de ces produits. Donc, mon service est à la base de la création des produits équipementiers. Donc, c'est les produits qui nous sont fournis par l'équipementier qui est sous contrat avec le club. En l'occurrence, pour nous, c'est une marque italienne qui s'appelle Macron, qui se situe un petit peu après les Adidas, Nike et ainsi de suite. Et l'autre partie des produits que nous réalisons, c'est ce qu'on appelle communément les produits dérivés. Ce sont tous les produits non sportifs, mais qui ont une très forte connotation auprès des supporters et des amoureux des clubs de foot ou des clubs pro en général. C'est tout ce qui est t-shirt, écharpe, casquette et ainsi de suite. Il y a maintenant pléthore de choix et de produits à la disposition des aficionados. Voilà. D'accord. Dites-moi, oui, excusez-moi, pardon. Donc moi, j'exerce cette activité depuis de nombreuses années, depuis 7 ans au sein de l'OGC Nice.
Et c'est un job qui mêle à la fois une partie très commerciale, parce que les produits, quand ils sont mis en distribution, il faut assurer leur vente le plus largement possible. Donc c'est une partie commerciale, c'est une partie marketing parce qu'il faut créer les bons produits, le marketing étant l'adéquation entre le produit et le marché. Donc il faut créer les produits qui vont plaire le plus et qui vont correspondre le plus aux attentes des supporters. Et puis, bon, on évoquera un peu plus loin dans le développé de notre discours, on évoquera tous les liens qui existent entre cette activité merchandising et les autres activités au sein du club. D'accord. Merci pour ces explications. Quels pourraient être les avantages et inconvénients de ce métier? Les avantages, il y en a énormément, parce que c'est un métier qui est au cœur de plusieurs activités dans un club pro. Déjà, pour un jeune ou une jeune fille qui voudrait démarrer dans le sport business par cette activité, ça permet d'être en contact avec tous les services du club pro pour lequel ils vont travailler. Nous, à l'OGC Nice, on travaille énormément avec le service communication. On travaille aussi avec l'équipementier du club. On travaille avec le service, avec le club, l'équipe professionnelle, parce que bien souvent, on fait des opérations avec eux dans des périodes plus simples que celles que nous traversons. Mais il y a énormément d'interactions avec tous les services du club. Donc les avantages, il y en a plein. On est impliqué dans toutes les actions du club, particulièrement pendant les matchs. Avant et pendant les matchs, on a une grosse activité commerciale autour de nos produits, donc sur le moment, pendant l'événement et après. Donc, des avantages, il y en a énormément. Un des rares désavantages de cette activité est d'être lié à la composition de l'équipe, c'est-à-dire que quand il y a des top joueurs qui arrivent, évidemment, les ventes se font plus facilement. On est lié, on est tributaire également des résultats sportifs. Quand l'équipe est en difficulté, l'engouement autour de celle-ci peut fléchir. Donc, on est un petit peu dépendant d'éléments que l'on ne maîtrise pas. Mais pour la plupart des points relationnels entre notre activité et l'ensemble du club, c'est très positif. D'accord. Ok, donc on va dire beaucoup de positifs dans tout ça. Et quelles sont les qualités justement dans ce métier? Quelles sont les qualités pardon, à avoir pour exercer cette profession? Les qualités à avoir, déjà, bon, il y a des qualités inhérentes à toutes les activités commerciales, c'est être très bosseur, être disponible et petit à petit savoir anticiper les besoins des supporters, aller facilement vers eux, être à l'écoute et se mettre un petit peu dans la peau d'un intermédiaire entre le club et le supporter pour être au plus proche de celui-ci. Ça, c'est une des qualités principales. Donc, comprendre bien les besoins du coup des fans, si je comprends bien, cette partie-là, Exact. c'est important. Une des tâches, une des qualités que vont avoir les gens qui travaillent avec nous, c'est d'être dans une proximité facile avec les supporters du club, oui, effectivement. D'accord. Et alors, je pense que beaucoup de participants vont se poser la question, comment devenir directeur merchandising d'un club sportif? Quelles sont les étapes pour y arriver? Déjà, comment rentrer dans un club sportif? Bien souvent, les gens qui rentrent à l'OGC Nice rentrent par le biais de stages qu'ils ont pu effectuer grâce à leurs écoles. Donc, l'école qui aujourd'hui vous propose cette conférence, WIL, vous proposera des stages dans des organisations sportives, que ce soit à l'OGC Nice, à l'AS Monaco ou ailleurs, puisque l'école WIN a un rayonnement national. Donc,
comment rentrer dans une organisation sportive? Bien souvent, c'est à travers les stages. Il faut savoir que les organisations sportives, les clubs ou les grands événements sportifs ouvrent toujours leurs portes aux stagiaires. Et donc, le meilleur moyen pour rentrer dans ces organisations, c'est de se faire connaître, de se faire apprécier à travers un stage. C'est, à mon sens, la voie royale et la plus directe. Après, comment devenir directeur, ça c'est autre chose, c'est un parcours un petit peu de longue haleine. Question d'âge, question de maturité, question d'expérience. Donc, on ne rentre pas dans un club facilement en tant que directeur, chef de service, que ce soit dans le service communication, dans le groupe professionnel, à la gestion ou ainsi de suite. On ne rentre pas facilement comme directeur, à moins d'avoir fait ses preuves ailleurs ou d'avoir fait ses preuves en interne. D'accord, donc c'est-à-dire donc avoir un peu plus d'expérience quand même pour pouvoir prétendre à un poste de directeur, avoir des expériences en amont, et puis ensuite après, si l'opportunité le permet, avoir un poste de directeur au sein d'un club sportif, si je comprends bien. C'est Oui, déjà avoir de l'expérience en amont, accumulée, engrangée. Euh, c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est une capacité à régler les problèmes de management parce que, bon, bien souvent, le directeur doit faire face à la gestion des équipes humaines et ce n'est pas une mince affaire. Donc, effectivement, ça réclame de l'expérience, entre guillemets, de la bouteille. Après, il y a des connaissances commerciales, des connaissances de gestion, parce que c'est une grosse partie de notre job, c'est d'assurer la pérennité de notre activité. Donc, être directeur, à mon sens, ce n'est pas une finalité. Déjà, ce qu'il faut, c'est intégrer une structure où on va pouvoir s'épanouir et trouver ce qu'on était venu chercher dans le domaine du sport. d'accord. C'est-à-dire travailler dans le monde du sport. C'est passionnant de travailler dans le monde du sport. C'est beaucoup plus passionnant que de travailler dans d'autres activités que je ne veux pas dénigrer, donc je ne les citerai pas. Mais travailler dans le sport, avoir fait des études chez Win, par exemple, et arriver dans une organisation sportive, c'est quelque chose de passionnant. Après, avec l'âge, avec l'expérience, avec la mobilité géographique, parce qu'il ne faudra pas hésiter à se déplacer et aller d'une organisation, d'un club à l'autre, etc. Quand il y a eu la Coupe du Monde de foot féminin, j'ai rencontré des gens qui voyageaient dans le monde entier avec les organisateurs d'événements. Ils étaient là pour la Coupe du Monde féminine, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Après, ils partaient au Japon pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà. C'est avec des expériences comme ça qu'on arrive à progresser et à se faire une notoriété dans le monde du sport. Tout à fait. Et quelle est pour vous l'importance du réseau, d'avoir son réseau pour justement peut-être dénicher des opportunités dans des clubs sportifs, dans le sport en général? Quelle est pour vous cette importance de créer son réseau à un jeune âge pour pouvoir après prétendre à des postes dans des clubs ou peut-être des fédérations ou autres? À mon sens, plus le, plus le domaine d'activité est réduit, parce que le sport business, c'est un microcosme, plus le domaine d'activité est réduit et plus il est facile d'établir son réseau. Donc un réseau, ça commence dans les écoles. Quand les gens seront étudiants, on peut espérer qu'ils nouent des liens très forts et que leur premier réseau se constitue à l'école. Leur réseau va se constituer à travers le réseau de leurs parents également. Quelles sont les relations qu'ils ont dans tel et tel domaine? Il ne faut pas hésiter à faire savoir ce que l'on fait et ce que l'on veut faire si on veut créer un réseau, parce qu'on va toujours avoir besoin d'un contact et par ricochet, on peut arriver à le trouver. Donc effectivement, le réseau, c'est ce qui va faciliter les relations, la mise en contact. Un réseau, pour moi,
c'est un facilitateur de mise en contact. Donc, effectivement, il faut le cultiver. Après, il y a des outils comme LinkedIn qui permettent effectivement de cultiver cette expansion du réseau. Mais un réseau personnel, savoir qu'on a un ancien de l'école ou un enseignant aussi qui travaille dans tel domaine, lui demander un contact, est-ce que vous connaissez monsieur un tel? On ne parle pas de piston, on parle de relationnel. Et c'est très important. Aussi, c'est très important de solliciter et c'est très important de répondre le plus favorablement possible quand on est sollicité soi-même. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que pour tous nos participants qui souhaitent intégrer une première année bachelor ou une troisième année bachelor, c'est très important voilà, d'entretenir son réseau, de se créer son propre réseau petit à petit, en tout cas. Prochaine question, Monsieur El Kelaïm, on va revenir sur une de vos missions. Pourriez-vous nous expliquer comment s'établit la création de produits dérivés? Pour nous, à l'OGC Nice, la création de produits dérivés se fait en interne. Un de mes collaborateurs s'est perfectionné sur tout ce qui est création graphique et photo. Et donc, c'est nous qui assurons cette création. Disons que si on prend l'exemple de t-shirts qui assurent une bonne partie des ventes en période estivale, les t-shirts, on part de plusieurs idées. On se réunit à 2, 3, on part de plusieurs idées et on vérifie si on arrive à les retranscrire d'une façon graphique et à créer des beaux visuels, des visuels qui pour nous vont être parlants et qui vont également être accueillis par la clientèle. Par exemple, il y a quelques années, on avait créé un t-shirt qui reprenait les valeurs de l'OGC Nice. Voilà, c'était un ensemble de mots qui étaient juxtaposés et qui faisaient un visuel qui était plutôt sympa parce qu'il a beaucoup plu à nos supporters. Fidélité, motivation, tradition, vous voyez, tout ce genre de trucs. Donc, on est à la base on fait une sorte de brainstorming et on essaye de trouver des nouvelles idées chaque saison, que ce soit sur les t-shirts, que ce soit sur les écharpes. Après, il y a également des gens qui peuvent être nos partenaires. On a été les premiers en Ligue 1 à instaurer un partenariat avec une marque de casquettes très célèbre, une marque américaine qui s'appelle New Era. Ça parlera certainement à beaucoup de monde. Et ce partenariat a été très lucratif pour nous comme pour eux parce qu'on a bénéficié de leur savoir-faire, on a donné nos idées et on a eu leur savoir-faire parce que ce sont des gens très compétents. Donc, en fait, la création de produits, c'est une idée que l'on développe et qu'on essaye de retranscrire le plus visuellement possible pour la rendre commerciale, en fait. D'accord. Comment savoir également si les produits vont bien se vendre? Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la création de produits dérivés, mais comment savoir si ces produits créés vont pouvoir, on va dire, générer des ventes et voir également si ça a eu un succès, on va dire, concernant les produits que vous avez créés. Comment savoir cela en fait? Très sincèrement, on ne le sait jamais. On parle de prospective. Votre question, c'est de la prospective. On n'a pas de boule de cristal dans le commerce. Comment savoir ce qu'on va vendre? Il y a tellement eu autour de nous de non-succès que c'est très difficile d'avoir la certitude que l'on va vendre un produit. En revanche, quand je vous citais le cas des casquettes New Era, quand on a établi une collaboration avec New Era, on se doutait que ça allait se vendre. Après, la véritable question, c'est est-ce que l'on va bien vendre ou est-ce que l'on va faire un vrai succès? Vous voyez, donc la nuance est là. Si on a des doutes sur nos capacités à vendre tel ou tel produit, on ne le lancera pas, ça c'est une certitude. Donc en fait, la seule question que nous nous posons, c'est est-ce que le succès sera au rendez-vous? D'accord, ok, très bien.
Et compte tenu de la crise sanitaire, comment les clubs sportifs adaptent leur stratégie merchandising, pardon. Disons que la crise sanitaire a eu un effet, je vais dire, motivant dans les changements d'organisation. On a privilégié bien évidemment le numérique et on a enclenché dès l'année dernière, dès le premier confinement, on a enclenché des opérations de vente en ligne qui ont donné de très bons résultats et qui ont permis de pallier aux fermetures des points de vente physiques. Donc, effectivement, la crise sanitaire, on a tenté d'amoindrir les effets négatifs en développant le plus possible le numérique. D'accord. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir également, enfin, je pense que les participants aussi voudront savoir. On avait fait un article ensemble, notamment sur le métier de directeur merchandising. Je voudrais savoir comment se déroule une année complète. Donc, on va dire dans le déroulement de la création du produit jusqu'à sa vente. Est-ce qu'il y a des saisonnalités? Comment cela fonctionne au sein d'un club? Oui, effectivement, il y a des saisonnalités parce qu'il ne faut pas oublier que nous fonctionnons sur une année qui n'est pas une année civile, c'est une année qui est liée, notre exercice est lié à l'année sportive, à la saison sportive. Donc pour nous, la saison sportive démarre début juillet avec les nouvelles recrues dans l'équipe pro, les nouvelles recrues, le calendrier du championnat, et puis surtout, gros événement dans le merchandising, c'est le lancement des nouvelles tenues, car chaque saison, il y a des nouveaux maillots, des nouveaux équipements d'entraînement, et ainsi de suite, donc des nouveaux produits à mettre sur le marché. Donc pour nous, le gros temps fort, c'est début juillet, en août, début du championnat, août, septembre, octobre, là, on est vraiment dans les moments majeurs de notre saison, car août, le championnat reprend, septembre, octobre, il y a une montée en pression et notre activité suit cette montée en pression. Au niveau du club, il y a une parfaite adéquation. Novembre, un léger temps mort. Décembre, les fêtes de fin d'année. Donc là aussi, il y a une forte relance de l'activité commerciale. Et ensuite, sur le premier trimestre de l'année suivante, sur janvier, février, mars, il y a la mise en place d'opérations extrasportives qui vont permettre de maintenir une activité commerciale suffisante. Alors, ces opérations sont faites en relation étroite avec le service communication du club. Il y a eu, par exemple, des tournées dans les stations de sport d'hiver. Il y a des opérations commerciales très sympas qui permettent au club d'être en contact direct avec les supporters et non plus à travers un événement sportif comme un match, mais vraiment d'être au contact. Et il y a toujours un bel accueil, il y a toujours une effervescence, des joueurs viennent et ainsi de suite. Et il y a un vrai excellent ressenti au cours de ces manifestations. Après, quand on arrive un peu plus tard, quand on retourne sur le printemps, quand on arrive sur le printemps, il peut y avoir des entraînements décalés dans d'autres villes. Et ça aussi, c'est un franc succès parce que les joueurs vont dans un stade qui n'est pas le leur, s'entraînent, côtoient un public qui n'a pas l'habitude de les rencontrer. Parce que je rappelle que les entraînements à l'EGC Nice, la plupart du temps, sont ouverts au public. Donc, si parmi les participants à cette conférence, il y a des amateurs de foot, ils peuvent régulièrement aller au centre de formation du club, qui n'est pas loin de l'école d'ailleurs, pas loin du stade, pas loin de l'école, rencontrer les joueurs. Après, pour d'autres, quand il y a des opérations, comme il y en a eu à Cannes, à Montsartou, etc., c'est beaucoup plus intéressant d'être sur place et de voir nos joueurs s'entraîner. D'accord, très bien. Donc, en fait, effectivement, pour reprendre votre question, une vraie saisonnalité.
Là, on n'a pas le temps de s'ennuyer, en fait. D'accord. Et alors, quelles vont être les différences également lorsqu'on est en saison, lorsque le club est en Coupe d'Europe? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui différencient Lorsque le club est en Coupe d'Europe, il y a déjà des protocoles qui sont différents. On est lié à des protocoles de l'UEFA. Donc ces protocoles nous contraignent à utiliser des produits qui sont agréés par l'UEFA. On ne peut pas vendre ce qu'on veut. Par exemple, une écharpe doit être une écharpe chartée UEFA. Euh, on ne fera pas, on ne peut pas nous utiliser le logo UEFA ne nous appartient pas. On doit payer des royalties à ce moment-là. Donc effectivement, euh, qui dit, euh, qui dit match d'Europa League ou de Champions League d'ailleurs, puisqu'on en a joué, il implique des contraintes, mais également beaucoup de résultats très satisfaisants parce que c'est un public qui vient encore plus nombreux. C'est des ambiances, c'est des étrangers qui peuvent venir. Quand on avait reçu Naples ou l'Ajax, il y avait eu bon nombre de supporters. Et la plupart du temps, ça se passe bien avec eux et c'est bien agréable de rencontrer des nouvelles personnes dans notre stade. D'accord, très bien. Euh, Pourriez-vous donner trois conseils à nos participants s'ils souhaitent s'orienter vers les métiers du merchandising? Déjà, le premier conseil, c'est d'être persévérant, ne pas baisser les bras si il rencontre un refus sur un recrutement. Comme je le disais précédemment, pour moi, le premier recrutement, ça passe par un stage. Donc, mettez le paquet sur vos demandes de stage, soignez vos CV, soignez vos emails. Quand je dis soigner, c'est-à-dire, encore tout à l'heure, j'ai reçu un email de quelqu'un de la LFP qui était bourré de fautes d'orthographe. Donc, faites en sorte euh, que vos écrits soient le plus agréables à lire. Donc, si vous voulez bosser dans le merchandising, c'est passionnant. Donc, de la persévérance, des stages qui vont vous permettre de rentrer en contact avec des organisations comme la nôtre. Comme vous disiez tout à l'heure, le réseautage, les contacts qui vont permettre d'aboutir et de réaliser ce genre d'objectifs. Et puis bon, dans un club pro, il n'y a pas que le merchandising. Nous, on a eu des gens qui venaient du service communication, qui étaient dans une année un petit peu de césure et qui avaient envie de découvrir d'autres aspects, qui après sont retournés à la communication. J'ai un ancien stagiaire qui fait un parcours extraordinaire, qui après avoir été en stage chez nous pendant 6 mois, une école qui ressemblait à Win, est parti chez Lagardère à Paris. Lagardère, c'est une régie de sponsoring, est parti chez Lagardère, est parti à la LFP, tout ça grâce à un contact que j'avais, qui aujourd'hui est au RC Strasbourg. Donc, ne pas hésiter à être mobile et persévérer. Le monde du football professionnel, le monde du sport professionnel est un monde passionnant. Donc, si vous êtes motivé, allez au bout de cette motivation, ça en vaut la peine. Très bien. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup en tout cas pour ces conseils. Effectivement, voilà, ne rien lâcher, toujours Donc, persévérer et les efforts, le travail paie, comme on dit. Donc effectivement, si vous souhaitez quelque chose, donnez-vous à fond, en tout cas. oui, Euh, volontiers. que représente, juste une dernière question, on voudrait savoir que représente le merchandising en termes de chiffre d'affaires au niveau d'un club? Quel est on va dire, le pourcentage en règle générale? Est-ce que ça peut varier d'un club à un autre? Qu'est-ce que ça représente pour un club? Ça varie énormément, mais en valeur relative, pas tant que ça. Euh, Disons que le merchandising n'est pas une activité
dont le club, pour laquelle le club vise des gains colossaux. Je vous explique. Si on est PSG, si on est Barça, si on est même Olympique Lyonnais, qui est un club qui a une très belle structure en France, le merchandising pèsera autant en valeur relative que dans des clubs de budget inférieur comme le nôtre. Parce que les budgets des clubs sont tellement énormes que l'impact du chiffre d'affaires du merchandising sera toujours dilué dans le chiffre d'affaires global du club. Maintenant, en termes plus précis pour l'OGC Nice, le merchandising représente plus ou moins autour de 5% du budget global du club. D'accord. Au PSG, qui a noué des liens directs avec Nike et avec une ligne Air Jordan et ainsi de suite, ça doit être peut-être dans les... ça ne fait pas 10, c'est entre 5 et 10. Donc vous voyez, en termes de proportion, c'est sûr que leur chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires du PSG ou du Barça est colossal en termes de merchandising par rapport au nôtre, mais leur budget global est tellement plus important que le nôtre que c'est de la même manière, c'est dilué. D'accord, donc entre 5 et 10%. Alors, ouais. Oui, mais toujours est-il que le merchandising est un département indispensable, car dans tous les cas, l'image du club doit être diffusée à travers des produits. L'image du club, elle est portée principalement par l'équipe professionnelle. Quand les joueurs revêtent un maillot et jouent, l'image est là. Mais l'image du club également doit être diffusée par les produits que nous vendons. Donc, quel que soit le résultat économique, le merchandising fait partie intégrante des activités du club et des activités indispensables, au même titre que la billetterie, la communication, la formation. Le merchandising fait partie des activités nécessaires au club. Dans tous les clubs pro de France, il y a du merchandising, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 et ainsi de suite, il y a du merchandising. Et quels sont les produits qui se vendent le mieux dans votre club? Le produit phare, c'est le maillot, qui représente à peu près, en chiffre d'affaires, à peu près 60% de notre activité. Et après, dans les 40 autres pourcents, on va dire que en termes de volume, écharpe, casquette, donc le trio est là, maillot, écharpe, casquette. Mais après, on a une gamme, à l'OGC Nice, on a une gamme qui est parmi les plus importantes de France. On a une gamme qui fait à peu près 200 produits. Donc, écharpe, casquette, mais on vend également, on va on vend des pins, évidemment, on a une belle gamme périculture, on vend des cochonnets pour jouer à la pétanque, donc on va très loin dans le détail. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Monsieur El-Kelaïm, pour ces réponses. Je vais demander à nos participants s'ils ont des questions, de ne pas hésiter à les publier sur le chat. Donc je vais vous laisser peut-être 2-3 minutes si vous avez des questions. Moi, je vais regarder sur le chat en attendant. Je rappelle également que la conférence est enregistrée. Donc, vous pourrez bientôt, une fois qu'on aura enregistré l'ensemble de la conférence, la retrouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Winsport School Nice. Alors, je vois que Madame Bréant est en train de poser une question.
Alors, j'ai Monsieur Thébault. Une question de Monsieur Thébault. À quel service envoyer son CV et sa lettre de motivation? Pour rentrer dans quel service, justement? Si c'est pour rentrer au service merchandising, il faut l'envoyer à boutique officielle, tout attaché, boutique officielle, 2F, 2L, @ogcnice.com. Boutique officielle @ogcnice.com. OGC tout attaché également. Je vais le noter sur le chat. Donc, boutique officielle, arrobase, ogcnice.com. c'est nice.com. Très bien. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse encore 2 minutes. Je profite de cette attente pour préciser un point que l'on n'a pas abordé. C'est malgré tout, quand on veut travailler dans un club, il faut pas être passionné, mais il faut être très motivé par le club en question. Je reçois bien souvent des gens qui me demandent des stages et une question facile que je pose, c'est tiens, quel a été le dernier résultat de l'OGC Nice? On a joué par exemple contre Lille le week-end dernier. Quel est le score de Nice-Lille? Et bien souvent, les gens ne savent pas. Alors, je ne dis pas qu'il faille connaître l'équipe dans tous les détails, les joueurs, et ainsi de suite. On ne va pas aller jusque-là. Mais qu'on vienne à un entretien d'embauche à l'OGC Nice sans connaître le dernier résultat, c'est dommage. Ça coince. J'en ai eu qui sont venus à des entretiens d'embauche avec le maillot d'un autre club, avec le sweat d'un autre club. Ça aussi, c'est un petit peu dommage. Donc, il faut être intéressé par le club. Et si on est plus qu'intéressé, même si on est passionné, c'est encore mieux. Et si on arrive à travailler pour un club et en même temps vibrer pour celui-ci, on a tout gagné. D'accord, très bien. Et moi, je voudrais savoir également, est-ce que quelquefois la passion doit rester peut-être à un niveau inférieur pour ne pas que enfin, peut-être que je m'exprime mal, je vais essayer de reformuler. Est-ce qu'il faut quelquefois que la passion ne dépasse pas forcément Évidemment. le Le travail? professionnalisme. Voilà, c'est ça. Oui. Il est certain qu'à un moment, il faut se contrôler quand même. Mais c'est une chance de travailler pour le GC Nice. Il y a 20 clubs de Ligue 1 en France. À Nice, on en a un. On est niçois. C'est une chance de travailler pour le club. Donc, si on arrive à réaliser que c'est une chance, si on est passionné par ce club, même sans être passionné comme un supporter de Brigade Sud, mais si on est très sensibilisé, c'est mieux quand même. C'est mieux. Sinon, on peut très bien. On a eu des personnes ici, comme ce jeune homme que je citais, qui a fait un très beau parcours avec nous, sans être niçois, sans être un fan de l'OGC Nice. Il l'est devenu un petit peu par la suite. Mais si on a un affect développé, c'est mieux. Dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai une question de Madame Bréant. Quels sont les futurs projets menés par le club pour développer le service merchandising? Les futurs projets développés que le club va développer, c'est déjà la remise en place des structures sur les matchs et puis des partenariats avec des nouvelles marques, des licences. On est en train de développer des licences de distribution ou de fabrication de nouveaux produits avec des licenciés. Bon, ça, c'est comme ce n'est pas réalisé, je ne peux pas en parler actuellement, mais si vous voulez,
le business se fait autour du business physique et du business numérique. Donc là, le business physique, pour le moment, est complètement en panne. Et une des grandes tâches du club sera de récupérer ses supporters et de réactiver toutes les structures physiques qui permettent de commercialiser les produits. D'accord, bon, très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions également? Pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur El Khelaiim.